Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur deux sujets qui pourront sans doute vous intéresser. Le premier sujet, c'est comment ouvrir un Jupyter Notebook sans avoir sur sa propre machine d'interpréteur Python, mais rien du tout, quoi, aucune librairie. Donc ça, c'est la première chose. C'est très utile, notamment pour nos élèves qui auraient une possibilité d'ouvrir un Jupyter Notebook sur leur machine, mais ça ne marche pas, il y a un endroit où ça plante. Donc il suffit tout simplement de mettre le Jupyter Notebook en ligne et vous leur donnez juste un lien, une URL, et à ce moment-là, ils ont leur bureau Jupyter Notebook qui s'ouvre et ils peuvent avoir accès au notebook en question et travailler dessus en même temps que les autres élèves dans la classe. Donc moi, je m'en sers très souvent parce que sur mes 36 élèves, il y a toujours 2, 3, 4 qui ont leur Jupyter Notebook qui ne veut pas s'ouvrir. Et donc juste une URL, un clic et ça ouvre. Donc ça, je vais vous montrer comment on peut faire ça assez aisément, notamment avec GitHub. Donc je vais vous montrer comment on se crée premièrement un compte GitHub, comment on dépose un Jupyter Notebook dedans, et puis une fois que le Jupyter Notebook est activé, comment on fait pour que il y ait les bonnes bibliothèques Python. Parce que ça aussi c'est particulier, c'est-à-dire que quand vous lancez, vous exécutez votre Jupyter Notebook, il n'y a pas forcément les bons modules Python dans le serveur. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour dire au serveur tu utilises telle bibliothèque Python? Donc ça, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer un deuxième truc, mais vraiment génial, que j'ai découvert ces mois derniers. C'est toujours à partir d'un notebook sur GitHub, comment vous transformez votre notebook en une application web de manière assez aisée avec ce qu'on appelle des ZipI widgets, des widgets spécifiques à Jupyter et qui vous fait une application web. Donc ça, je vais vous montrer ces deux choses-là dans cette vidéo. Alors la première chose à faire, je ne sais pas si vous en avez déjà, mais il faut vous créer une adresse GitHub. Alors vous allez sur Google, vous tapez GitHub, et puis vous allez à GitHub, Where the World Builds Software. Voilà. Alors moi je suis déjà connecté, je vais me déconnecter. Voilà. Et normalement donc vous arrivez à cette page classique de GitHub. Si vous avez déjà un compte, vous faites Sign In. Si vous n'avez pas de compte, vous voulez vous créer un compte, vous faites Sign Up. Donc il va vous demander votre nom d'usage. Moi je vais m'appeler voilà, Fialaire par exemple. Il me dit que c'est OK. Je lui donne mon adresse, une adresse mail. Moi je lui donne mon adresse Gmail. Alors il me dit que c'est déjà pris, effectivement je l'ai déjà pris. Donc apparemment, on ne peut avoir un compte GitHub qu'un seul compte GitHub sur une seule adresse, sur une adresse mail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter un deuxième compte GitHub sur cette même adresse mail. Bon, pourquoi pas. Et puis vous lui donnez un mot de passe. Alors attendez que je réfléchisse, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, il vous propose qu'il vous envoie des nouvelles par mail, donc vous n'êtes pas obligé de cocher. Veuillez résoudre cette énigme pour nous prouver que vous êtes une personne, donc ça on va le faire, vérifier. Sélectionnez la galaxie en spirale, donc j'espère que c'est celle-là, voilà. Et puis la galaxie en spirale, on va espérer que c'est celle-là, c'est nickel. Voilà, et puis on va pouvoir créer un compte. Donc vous voyez, ça a été assez rapide, je vais l'enregistrer, comme ça je serai tranquille. Welcome, on va skipper, on va passer outre la personnalisation. Vérifiez votre adresse email. Avant de continuer sur GitHub, nous avons besoin de vérifier votre adresse email. Un email contenant des instructions a été envoyé. Alors, donc, je vais aller voir mes mails. Yahoo Mail. Voilà, GitHub. C'est parti. Donc il m'a effectivement envoyé un mail. Pour compléter votre enregistrement GitHub, vous avez juste besoin de vérifier votre adresse mail. Donc on clique ici.
Et normalement, c'est bon, get started. Donc là, on est bon. On va commencer par... donc, votre email a été vérifié. Voilà. On peut aller à Your Repositories. Alors, ce qu'on appelle les repos ou les repositories, c'est les dépôts tout simplement. Donc, on va à Repositories. Et puis, donc là, pour l'instant, j'ai pas encore fait de dépôt. Donc, on va faire New pour créer un dépôt. Donc, mon compte GitHub commence par Fialaire. Donc, voilà comment ça s'écrira. Et là, je vais donner le nom de mon dépôt. Alors, je vais l'appeler, pourquoi pas, exemple NSI. Voilà. Et puis, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je recopie le nom de mon dépôt et je le mets dans la description. Exemple NSI, voilà. Vous cochez public, je vous conseille. Privé, il y a d'autres conditions, donc c'est un peu plus compliqué, donc je vous conseille de faire public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, personne, sachez bien, c'est que personne ne peut avoir accès à votre compte GitHub et modifier son contenu. Par contre, puisqu'il est public, les gens peuvent voir le contenu de votre compte GitHub si vous leur donnez un lien. D'accord? Donc si vous leur donnez un lien, ils pourront voir, mais en aucun cas modifier. Et s'il est public, ils pourront aussi cloner certains dépôts que vous avez faits. Donc ils clonent le contenu total et ils l'installent sur leur propre compte GitHub à eux. Donc ça c'est super sympa parce que je vous rappelle juste que GitHub c'est un réseau social et ça permet donc d'échanger pour les développeurs. Donc quand vous voyez que quelqu'un fait un super travail sur GitHub et que vous voulez le tester vous-même, soit vous pouvez demander l'autorisation qu'ils vous mettent sur une branche, soit vous pouvez cloner son propre travail s'il est en public et à ce moment-là l'installer sur votre propre compte GitHub pour travailler dessus. Donc vous mettez en public et surtout ce que vous faites ici, pour initialiser le dépôt, vous faites add a readme file, donc ajouter un fichier lis-moi. Et c'est tout, voilà, c'est nickel, on a fini. Et il nous dit création du dépôt. Alors voilà mon compte GitHub, Fialaire, voilà mon premier dépôt, exemple NSI, et pour l'instant il n'y a que ça, et il y a dedans une readme. Donc si je clique en fait sur le readme, en fait voilà ce que je vais observer comme contenu. readme, exemple NSI, donc si je clique dessus, clac, je peux le modifier en cliquant sur le crayon, et pour l'instant il y a écrit exemple NSI, exemple NSI. Voilà. Pour revenir à mon dépôt, je reclique dessus sur le lien ici, et donc je suis ici. Bon, pour l'instant il y a juste un readme, donc il sert absolument à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un fichier Jupyter. Donc c'est ici que ça se passe, add file, donc ajouter un fichier, upload file, donc charger un fichier, glisser, déposer ou alors choisir vos files. Alors moi je vais le choisir ici et je vais vous prendre ce fichier là que j'ai créé donc c'est un fichier Jupyter. Voilà, LibRJMap, c'est un fichier que j'utilise, c'est un fichier Jupyter que j'utilise dans le cadre du chapitre SNT sur la cartographie. Donc voilà, il est déposé, mais il n'est pas encore véritablement posé sur mon GitHub. Donc ce que je dois faire, c'est un commit. Donc valider le commit. Le commit, c'est-à-dire c'est pousser le fichier que je suis prêt à charger, le pousser sur mon dépôt. D'accord? Alors généralement, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit commentaire, parce que vous allez faire souvent des commits. Et ce qui est intéressant, ce qui est génial avec GitHub, c'est que c'est une interface de versionning, c'est-à-dire que vous pouvez voir ce que vous avez fait dans le temps. Et donc, pour éviter de vous perdre dans tous vos dépôts et dans tous vos pushs, ce qui est intéressant, c'est de mettre des commentaires pour dire à chaque fois la petite modification que vous avez faite. Bon, moi, je ne mets pas de commentaires, je sais exactement ce que je fais, où j'en suis. Sachez qu'il m'est déjà arrivé de perdre mon ordinateur, une panne, et de perdre carrément le fichier que j'avais mis sur GitHub parce que je l'avais effacé et que j'avais oublié de le remettre. Et en fait, il m'a suffi de revenir dans le temps en arrière pour retrouver mon fichier. Donc ça, c'est absolument génial. Donc là, vous avez déposé ici en choisissant un fichier, le fichier Jupyter. Vous n'oubliez pas de faire commit. Il le charge. Et donc voilà mon dépôt exemple NSI avec le README. Et ici, mon fichier Jupyter. Voilà. Alors, pour l'instant, en réalité, on n'y a pas vraiment accès et on ne peut pas du tout le modifier sur GitHub. Je vais vous cliquer dessus ici. Il le charge. Donc, il me charge mon fichier Jupyter, voilà.
Et voilà à quoi ressemble mon fichier Jupyter. Donc, si vous voulez, là, ici, là, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien, je ne peux pas le modifier. D'accord? Donc là, il y a un petit crayon, Edit this file, on va aller voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. En fait, ce n'est pas du tout du Python. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'aller le modifier ici. Donc, je retourne ici dans mon dépôt. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on génère un bureau Jupyter à partir de ce dépôt GitHub. D'accord? Donc première chose à faire, j'espère que vous prenez des notes, hein. Première chose à faire, c'est de prendre ici, vous prenez l'adresse de votre dépôt GitHub. De votre dépôt, hein, pas de votre compte GitHub, mais de votre dépôt, donc tout ça. Ensuite, vous allez sur Google et puis vous tapez MyBinder. Donc c'est pas un site de rencontre, hein. mybinder.org. Et il va vous ouvrir ce site binder.org. Alors, vous connaissez certainement cette technologie, on en a déjà parlé ensemble, c'est la fameuse technologie du Docker. Je vous rappelle un petit résumé pour faire vite. Le Docker, c'est on va mettre des fichiers en ligne, donc sur Internet, dans un conteneur, c'est le Docker, et en fait, ce fichier va être lu dans le Docker. D'accord? C'est un serveur qui va lire le contenu et il va en faire un visuel. Et ce visuel, il vous le renvoie, donc c'est une image qu'il vous renvoie. Ce visuel, il le renvoie à votre navigateur. Donc ça marche du tonnerre parce qu'au final, ça permet d'avoir quelque chose qui marche sur le navigateur et qui ne prend pas beaucoup de poids en réalité. Donc quand vous êtes sur Binder, alors, vous pourrez aller voir les liens, il y a plein de liens, il y a plein de documentation. Ce que vous faites, c'est que ici, GitHub, vous allez faire un CTRL-V, vous rentrez votre adresse GitHub. C'est fait, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ce que je vous conseille de faire en deuxième point, c'est ici d'attraper un lien avec un badge. Donc vous cliquez ici sur la petite flèche et vous récupérez ici le premier badge. Donc vous cliquez ici pour le copier, CTRL-C pour être sûr de l'avoir copié. Donc j'ai copié le badge, je retourne sur mon compte GitHub, je vais dans le README, donc je clique sur le README, je fais modifier le README, ici, et puis je fais entrer, quatrième ligne, et là je m'écris lien binder. Lien binder, je vais à la ligne, je fais un CTRL-V et je colle le badge. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le badge? Il y a deux choses. Premièrement, il avertit GitHub qu'il y a quelque chose d'important concernant Binder. Deuxièmement, il donne l'adresse d'une image d'un badge pour Binder. Et troisièmement, il donne l'adresse de fonctionnalité du lien Binder de mon dépôt GitHub. Exemple NSI. Le head qui est derrière, ça veut dire qu'il va directement lire le dépôt GitHub. Parce que sachez que dans GitHub, il y a le head, c'est-à-dire votre dépôt, la racine de votre dépôt, et puis vous avez la possibilité de faire des branches. Les branches, c'est au cas où vous inviteriez des personnes, par exemple, à travailler sur votre propre travail et de faire différentes versions. Donc moi, je mets un lien Binder vers le head, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est ce lien-là, en fait, que je vais donner à mes élèves par la suite. D'accord? Une fois que vous avez copié-collé ici, n'oubliez pas, comme d'hab sur GitHub, vous faites un commit change, donc vous validez. Donc on valide, et là pour le coup, voilà à quoi ressemble mon GitHub. Donc je reviens ici, vous avez mon fichier Jupyter, vous avez le README, et dans le README ici, vous avez le fameux badge qui est cliquable. C'est-à-dire ce lien cliquable va vous permettre d'ouvrir la fonctionnalité Binder. D'accord? Alors, Binder, quand je suis ici, je pourrais très bien faire launch pour l'activer depuis Binder. Je ne vais pas vous faire ça, mais on pourrait. Je vais vous montrer comment ça marche depuis ici. Alors, premièrement, une chose à retenir, ici, clac, fichier nouveau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer cette adresse qui est là. OK. Vous la récupérez, vous la mettez dans un petit coin dans vos papiers, parce que cette adresse-là, vous allez en fait donner à vos élèves pour qu'ils aient accès à un bureau Jupyter en ligne. C'est cette adresse-là que vous allez envoyer à vos élèves. Okay, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler adresse. Voilà,
c'est fait. Et puis, on va cliquer sur pour vous montrer, dans un nouvel onglet, voilà ce qui se passe. Donc, quand l'élève va cliquer en fait sur ce lien Binder, il va arriver sur une page Binder, et cette page Binder va se mettre en tourner en rond. Et quand elle tourne en rond, c'est-à-dire qu'elle est en train de charger le contenu. Alors, regardez bien, 44 sur 47, 47 sur 47, il est en train de mettre en route, il est en train de mouliner. Il vous dit que ça a marché, ici, successfully. Donc il a chargé tout ce qu'il avait besoin en Python pour lire le fichier Jupyter. Et là, il est en train de créer l'image. D'accord? Donc effectivement, ça prend un petit temps, mais en fait, ça dépend de la connexion Internet. Des fois, ça prend 15 secondes, des fois, ça prend 30 secondes, des fois, ça prend 40 secondes. Le pire que j'ai vu, c'est 2 minutes. Quand vous êtes vraiment au-delà des 2 minutes, hein, vous pouvez fermer cette page Binder et la relancer. Et à ce moment-là, ça démarre en 15 secondes. Première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, ce lien Binder, en réalité, vous pouvez le donner à vos 36 élèves. Hein. C'est-à-dire que le serveur, en fait, lui, il crée une image. Donc, ça y est, il l'a pushé de manière successful et il est en train de lancer le serveur et il va vous envoyer, vous allez voir une adresse qui va apparaître ici, il va vous envoyer l'adresse, l'URL correspondant à votre bureau Jupyter. Donc vous pouvez très bien donner cette adresse-là à tous vos élèves et ce que va faire le serveur, c'est qu'il va photocopier les images et il va les envoyer à tous les navigateurs qui la demandent. Donc d'accord, ça marche pour plusieurs, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc ça permet de voir aux élèves comment ça mouline. Ça peut être assez intéressant, d'autant plus que vous pouvez remonter ici dans le log pour voir qu'est-ce qu'il a chargé, qu'est-ce qu'il n'a pas chargé. Parce que des fois, on voit des messages d'erreur. Donc ça peut être intéressant à lire, mais si vous ne voulez pas le lire, vous pouvez faire hide ou show. Alors vous voyez qu'il vous montre une prévue, de votre bureau Jupyter. Alors bon, là, je trouve ça excessivement long. Pourquoi c'est long? C'est parce que c'est la première fois, donc ça y est, là l'adresse apparaît, il va le lancer. C'est la première fois que ce serveur-là est mis en route avec ce dépôt Jupyter. Donc on attend un petit peu. C'est long. Où est-ce qu'il en est? Donc on va voir, hein, s'il passe au-delà des 2 minutes, on va le squeezer. Je trouve ça un petit peu long là. Ok. Bon, bah, launching server. Allez, on le squeeze. On prend l'adresse. CTRL-C, paf. Squeezer. CTRL-V, on relance. Ok. Show. Donc vous voyez, hein, pas besoin, vous voyez avec les élèves, mais moi j'ai des élèves qui m'ouvrent des serveurs Jupyter en 20 secondes avec ce lien, donc pas besoin d'attendre très 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 longtemps si vous voyez qu'au bout de 1 minute 30, 2 minutes, ça commence à... Alors, vous voyez en fait, l'image a déjà été créée sur ce serveur et il est en train de le lancer. Okay, donc là pour le coup, normalement ça devrait aller plus vite. Donc on va voir, j'espère que ça va aller plus vite. Alors je pourrais peut-être en profiter pour vous montrer autre chose. Je vais vous montrer donc justement une appli web. Oh, c'est dommage, je vais au-delà du suspense. Une appli web que j'ai créée justement, j'en ai où? Une appli web que j'ai créée justement avec ce GitHub. L'appli web, ici. Non. Donc c'est une appli web que... Ah ça y est. Il a réussi, donc c'était long. Désolé donc pour le retard. Alors voilà, ça y est. Alors regardez bien, hein. On est sur le hub Binder. My Binder, on passe par OVH. Et puis ici, on a mon compte GitHub et mon dépôt GitHub, exemple NSI. D'accord? Donc là, j'ai en fait... il me crée un bureau Jupyter avec mon dépôt GitHub. J'ai mon README, et alors ça ne sert à rien d'ouvrir le README là pour le coup, hein, mais ici j'ai mon fichier Jupyter. Okay, je vous demanderai juste de regarder, il y a différentes choses qui sont assez intéressantes. Ici vous avez Upload, ce qui va permettre à l'élève et à vous-même de charger, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va permettre de charger des fichiers Jupyter dans ce bureau Jupyter. Okay,
mais ce n'est que local, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ça est virtuel. Donc, ça permettra à l'élève d'enregistrer des versions localement dans un temps précis. Okay, ça lui permet aussi de créer des nouveaux fichiers Jupyter. Okay, ça lui permet d'ouvrir un terminal, etc. Bref, classique de Jupyter. Sauf que, ce que je tiens à vous dire et d'insister, c'est qu'en rien, si l'élève a l'impression d'écrire sur votre GitHub, parce que là on est dans une image de votre dossier, de votre dépôt GitHub, en rien ça va écrire dans votre dépôt GitHub. Donc tout ça pour vous dire que si vous travaillez avec un collègue, dites-lui bien surtout de faire des enregistrements localement et de vous les envoyer par mail. Voilà. Et à ce moment-là, ce sera à vous de les déposer sur votre dépôt GitHub. Première solution. En réalité, sur GitHub, quand on travaille avec un collègue, on met en partage le lien, le dépôt GitHub, et on autorise la personne à travailler sur le dépôt. Assez discuté, je vous montre juste le fichier Jupyter. Alors ne quittez pas, hein, c'est pas fini, j'ai des choses super intéressantes à vous montrer. Hein. Donc là, c'est mon fichier Jupyter. Je voudrais vous montrer un truc, c'est que pour l'instant, en réalité, il ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il y a un import de bibliothèque ici, et que ça ne va pas du tout plaire à cette fameuse image de bureau Jupyter. Ça ne va pas lui plaire parce qu'on n'a pas dit à GitHub d'importer la bibliothèque Folium. Alors on va juste, pour vous montrer quand même que Jupyter fonctionne, on va juste créer ici une cellule à la noix, et ici on va écrire print bonjour. Bonjour NSI. Ok, c'est fait. Et là je fais Shift Entrée et il m'écrit bien bonjour NSI. D'accord ? Donc Python fonctionne, il n'y a pas de souci, mais ce sont les fonctionnalités de base de Python. Donc c'est très intéressant parce que ça permet à une personne qui n'a pas du tout installé Python sur son ordinateur, donc ni Anaconda, ni Miniconda, ni un IDLE Python quelconque, ni du Python, rien du tout. Il n'y a rien qui fonctionne sur son ordinateur. Vous lui donnez juste l'URL et il se retrouve donc avec ici un bureau Jupyter et il peut déposer lui-même ou vous pouvez lui donner, ou alors dans le dépôt il y a déjà des fichiers Jupyter et il peut travailler sur les fichiers Jupyter. Ok ? Maintenant, je vais vous montrer ici ce petit bout de code que j'ai donné à mes élèves qui permet d'afficher une carte. C'est justement pour le thème cartographie de SNT. Un portfolium, donc c'est la bibliothèque. Lieu, eh bien, c'est pour dire à quel endroit il va enregistrer la carte, parce qu'il enregistre une carte sous format HTML. Et puis là, on lui donne la longitude et la latitude d'un endroit de la carte qu'on veut aller voir, avec un zoom de 20. Et on va lui donner des coordonnées bien précises pour préciser où est mon lycée. Donc voilà un petit peu l'activité et on va demander ensuite d'afficher cette carte dans le navigateur. Voilà cette activité. Je vais faire Shift Entrée, enfin je vais l'exécuter. Donc là elle est activée, la cellule, je fais exécuter et bing, voilà, erreur. Il me dit pas de module nommé Folium, il ne connaît pas. Alors je vais vous montrer maintenant, c'est très important, regardez bien, comment est-ce qu'on dit à GitHub. Et donc pour Binder, comment on dit à GitHub, vous allez voir c'est super simple, comment on lui dit d'importer Folium. Alors vous retournez ici dans votre dépôt GitHub, pour l'instant j'ai un README et j'ai un LibRGmap et vous allez créer un fichier. Alors c'est marrant, je ne sais plus comment on crée un fichier. Alors non, vous allez créer un fichier d'une autre manière. Voilà, j'ai été un petit peu vite. Fichier, ouvrir, voilà, exemple. Donc ça c'est fait. Et puis, fichier, nouveau, voilà. Donc vous allez aller sur Google et on a besoin d'importer Folium. Donc vous faites Folium, Python, voilà. Et vous essayez de récupérer la documentation, Folium. Et en fait, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, hein, Folium 0.12.1. D'accord ? C'est juste ça. Il suffit juste de connaître la version actuelle de la bibliothèque dont vous avez besoin. Alors, il me semble que c'est ça que j'avais utilisé. Je vérifie quand même, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, 0.12.1. Donc, nouveau. Vous écrivez tout simplement Folium, égal,
et vous écrivez la version actuelle de votre 0.12.1. Écoutez-moi bien, c'est très important, la plupart du temps, quand vous mettez la version la plus récente, ça marche. Très bien. Quand est-ce que ça ne marche pas? Parce que c'est ça qu'il faut le dire qui est important. Eh bien, ça ne marche pas lorsque vous avez besoin de bibliothèques dépendantes d'autres bibliothèques ou alors qu'il y a des incompatibilités entre bibliothèques. Ok. Là, je vous ferai pas un cours là-dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué, donc on va faire simple. Pour l'instant, vous faites folium égale 0.12.1 et c'est tout. Et vous enregistrez. Alors, comment faut-il l'enregistrer? Vous l'enregistrez pas en adresse, .text ou en exemple .text. Non, vous l'enregistrez en minuscule en écrivant requirements, donc les besoins, requirements avec un S à la fin, .txt et vous faites enregistrer. Et c'est tout, on a fini, c'est génial. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez ici sur votre dépôt, le dépôt GitHub, qui pour l'instant contient que le Jupyter, le README, et vous faites Add File, Upload File, vous choisissez votre fichier, et là, vous allez récupérer le requirements.txt qu'on vient de créer. Vous faites ouvrir. C'est tout, il l'a chargé, vous voyez, c'est très rapide. Vous n'oubliez pas de faire un commit. Il mouline, et le voilà, il est là. Requirements, README, Libergy. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce que maintenant, si je reviens ici et que je fais un shift entrée, est-ce que ça va marcher? Si je fais exécuter? Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, là, il est toujours dans la version virtuelle de votre dépôt GitHub qui n'a pas le requirement. Donc ça ne sert à rien, vous pouvez le fermer tout simplement. Voilà. Donc ici, là, vous quittez pour fermer le serveur, c'est bien, c'est propre, et vous fermez. Bien évidemment, hein, tout ça, vous ne le ferez pas faire à l'élève. Enfin, vous pouvez le faire à l'élève pour lui expliquer comment marche GitHub et MyBinder, etc. Mais vous aurez déjà préparé votre dépôt GitHub, d'accord, avec un README et un badge, pourquoi pas, et puis surtout avec les requirements qui correspondent à vos vrais besoins de votre fichier Python. On y est? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, on relance le lien. Donc de nouveau, MyBinder, il va mouliner. Donc on va voir en combien de temps, pour le coup, je ne sais plus, on en est au 3e lancement, hein, on va voir combien de temps ça lui prend. Donc voilà, il mouline. Vous avez vu Collect Folium, vous l'avez vu? Je ne sais pas si vous l'avez vu à un moment donné, il a dit Collect Folium. C'était où? Alors, on va essayer de le retrouver. Python. Report Directory. Path, conda. Kernel. Downloading. Folium. Collecting Folium 0.12.1. Et voilà, c'est fait, c'est ouvert. Vous avez vu que c'était beaucoup plus rapide. Mais on voit dans le défilé du log, on voit en réalité qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il manigance. Il installe Python et puis il installe, pourquoi pas, les bibliothèques. Donc tout dépend, il ne faut pas oublier, si vous avez fait un requirement. Donc vous n'avez pas besoin de lui dire que vous avez fait un requirement. Hein. Je n'ai pas du tout changé l'URL. Hein. Il va juste lire ce qu'il y a dans le GitHub. S'il voit un requirement, il sait donc qu'il doit obligatoirement charger d'autres dépendances Python. Alors, je récupère, je lance ici mon fichier Jupyter, et ça y est, j'y suis. Alors, on va le tester. Alors, vous avez vu que mon print bonjour NSI n'y est pas, hein, parce que je ne l'ai pas enregistré comme tel dans mon GitHub, et je vais juste charger cette page. J'ai importé Folium, je n'ai pas importé OS. Alors, peut-être que vous dites, ah, il n'a pas importé OS, ça ne va pas marcher. En fait, OS, c'est quelque chose qui fait partie de base de Python, donc normalement, ça ne lui pose pas de problème. Je croise les doigts. Voilà, je fais exécuter la cellule. Et ça y est, j'ai exécuté la cellule et il m'affiche une carte. C'est la carte de Reims. Et là, il y a le lycée Liberger avec justement ici, si je clique sur le petit, il me dit lycée Liberger Hello. Voilà, c'est un petit programme que j'ai fait pour permettre d'apprendre aux élèves à créer des cartes, qui peuvent créer des cartes avec des tags eux-mêmes et mettre des commentaires. Ça leur permet de générer des petits itinéraires pour leurs camarades et de se les envoyer. Parce qu'après, ils peuvent s'envoyer ce lien, ils se les envoient entre eux. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est la première chose que je voulais vous montrer. L'autre chose est encore plus intéressante. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comment, pour quelqu'un qui n'a pas Python, ou alors pour un élève qui a Python mais ça ne marche pas, comment juste à partir d'une URL, lui donner accès à un Jupyter Notebook. Et si le Jupyter Notebook est un peu plus corsé, rajouter les dépendances Python qui vont bien,
dans le dépôt GitHub pour permettre justement à ce petit bout de code de fonctionner. Ok? Tout simple. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc absolument génial qui permet de faire des applications web. Attention, hein, toujours à partir de GitHub. Il y a juste un dernier petit truc à rajouter. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. Donc vous allez retourner ici dans votre dossier GitHub et vous allez retourner dans Requirements. Donc je vais dans mes Requirements. Pour l'instant, il y a juste écrit Folium égale 0.12.1. On va le modifier. On va rajouter juste une ligne. Et la ligne qu'on va rajouter, c'est une autre dépendance particulière qui s'appelle voilà. Alors on pourra aller voir sur internet ce que c'est voilà. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'il va me donner les informations? Oui, non, je me disais bien que j'aurais pas accès à des trucs intéressants. Alors on va l'écrire autrement. Voilà. MindBinder. Voilà. Deploying voilà. Et vous voyez qu'il y a écrit voilà, documentation 0.2.10. Vous voyez où je veux en venir, j'espère. Alors, il faut que je vérifie quand même. Ici. Alors, moi, je n'avais pas utilisé le 0.2.10. Je vais utiliser celui-là, 0.2.6, parce que je sais qu'il fonctionne. Je n'ai pas envie de vous créer des bêtises. Voilà 0.2.6. Je le copie et je vais le mettre dans mon requirements ici. Donc voilà 0.2.6. Moi, je prends cette version-là parce que je l'ai trouvée sur un autre dépôt GitHub que j'ai cloné de quelqu'un d'autre qui utilisait voilà 0.2.6. Je n'ai pas utilisé l'autre que j'ai vu ici, qui est la 0.2.10, parce que je n'ai pas envie d'avoir de surprise dans cet enregistrement. Et c'est tout. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait quand on change un fichier GitHub? On n'oublie pas de committer. C'est le vocabulaire. Et voilà. Alors là, vous allez voir quelque chose d'absolument génial. Vous allez voir ce qui a changé. Alors bien évidemment, quelque chose a changé, comme je vous l'ai déjà dit. Ah, attendez, je fais une pause. Oui, désolé, une petite interruption, un collègue qui est rentré. Donc bien évidemment, on vient juste de faire la modification, donc ça ne sert à rien d'aller travailler là-dessus. Alors, ah tiens, c'est marrant, il a réussi à le faire. Vous avez vu, il l'a fait en direct. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, il est juste en train de me dire que ce fichier-là est en cours de lecture. Donc tout ça, on ferme, on quitte le serveur ici, on fait OK, paf, et ceci. Alors ça, je vous montrerai. Des fois, au bout d'un certain temps, en fait, le serveur, quand vous n'avez pas utilisé le fichier Jupyter, il se fige. Est-ce que c'est grave? C'est pas du tout grave. En fait, l'élève peut continuer de travailler. Il suffit de lui demander de redémarrer maintenant. Alors, bien sûr, je ne vais pas le faire parce que je viens de fermer le serveur. Donc, pas la peine. On ferme ici. OK? Quitter la page. Et ici, quitter la page. On recommence. Vous êtes prêts? Vous allez voir un truc génial. Binder, le badge. Nouvel onglet. Je retourne sur ma page Binder. Je fais chaud pour voir ce qui se passe. Voilà. De nouveau, il me dit, tiens, Folium, c'est écrit ici. Et il est en train aussi, pas seulement Folium, il est en train de prendre tout ce qui est nécessaire pour voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Ça y est, c'est fini. 49 sur 50, il a fini. Voilà. Étape 50 sur 50. Il est en train de publier l'image. Successfully built. Il est en train de lancer le serveur. Et on va avoir une petite adresse URL qui va s'inscrire ici. Et il va nous lancer la page. Vous voyez, waouh, c'était rapide. Maintenant, je vais vous montrer le truc génial. Regardez bien. Je clique sur Jupyter ici. Et là, il y a un nouveau truc qui apparaît ici. Voilà. Ce nouveau truc, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, vous avez beau avoir Python, vous avez beau avoir Jupyter Notebook, vous n'avez pas ce bouton voilà. OK? On vient juste de l'installer, voilà, à partir du requirement. Alors, ça fait quoi? Eh bien, voilà, ça permet en fait de récupérer, écoutez bien, tous les visuels de mon Jupyter Notebook, non pas les codes. Les codes, toutes les cellules de code, il va les squeezer. Mais vous avez bien vu ici, quand je fais Shift Entrée, ici, il me montre une carte. Donc cette carte, c'est un visuel. Eh bien en fait, quand vous faites voilà, vous cliquez sur le bouton voilà, il va lire tout votre Jupyter Notebook d'un coup. Alors si vous avez 10 cellules, il va les lire d'un coup, les unes après les autres. Et si jamais ces lignes de code avaient un visuel, alors
il y a des codes des fois qui n'ont pas de visuel, hein, donc ça ne servira à rien. Si les lignes de code ont un visuel, c'est-à-dire un output ici, eh bien il va vous montrer que les outputs. Vous êtes prêts? On y va. On clique sur le bouton voilà. Il nous ouvre un nouvel onglet. Et ça y est, regardez comme c'est merveilleux. Alors bien sûr, j'avais mis ici, du Markdown pour donner des informations. Eh bien, le Markdown se met comme sur une page web, c'est-à-dire que vous n'avez plus à créer une page web avec du HTML. Vous n'avez plus à créer une page web avec du JavaScript. Tout est pris en charge par Python. D'accord? Et ça, ce n'est qu'un petit rocher sur le haut de l'iceberg, parce que je vais vous montrer encore un truc encore plus cool avec les EPI widgets. Donc là, j'ai mon Markdown, et là, j'ai ma photo. Tenez, je vais me mettre en F11, ici, pour la voir en plein écran. Alors, c'est pas vraiment en plein écran, on ne voit pas tout. Bien évidemment, sur cette carte, on peut interagir, d'accord? Et puis, donc, toutes les fonctionnalités de votre Jupyter Notebook apparaissent comme une application web. C'est absolument génial. Et maintenant, je vais vous montrer un truc encore plus dingue, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'utiliser des widgets pour vraiment créer une très très belle application. Et je vais vous montrer donc l'application web que j'ai créée. C'est une application spécifique pour ma discipline. Je vous rappelle que je suis prof de bio. Et en tant que prof de bio, je suis amené à faire de la microbiologie et notamment à déposer des bactéries sur des boîtes de pétri, et en les déposant, en les étalant bien, en faisant un dépôt, correctement sur ma boîte, je vais étaler toutes mes bactéries et là où il y a une bactérie, ça va pousser, ça va faire une colonie. Et de par le monde, dans tous les laboratoires du monde, on fait ce qu'on appelle du dénombrement, c'est-à-dire on compte les colonies à la main. On prend un stylo, feutre, et on compte une par une les colonies. Ça prend du temps parce que des fois, il y en a jusqu'à 100, 200, 300 colonies. Et puis, on ne fait pas qu'une boîte. Quand on fait un test, en réalité, on fait peut-être une dizaine de boîtes. Donc, ça prend beaucoup de temps pour les compter. Bon. Alors, donc, j'ai créé une appli qui permet justement de compter pour nous. C'est-à-dire que cette appli, avec une webcam, donc vous mettez une webcam sur votre ordinateur dans le laboratoire, vous faites passer la boîte de pétri et ça vous compte immédiatement le nombre de colonies qui sont sur la boîte. Ça, c'est une première chose. Autre chose que je voulais vous dire de génial, on va le laisser tourner un petit peu. Normalement, il ne tourne pas longtemps, hein, donc on va voir s'il y arrive. Autre chose que je voulais vous dire de génial, ce lien ici, là, voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que, alors je vais vous montrer comment on crée un lien voilà directement. Ce que vous devez comprendre, c'est que comme c'est une image que MyBinder crée à partir de votre dépôt GitHub, eh bien, cette application web fonctionne sur tout type de support, c'est-à-dire sur les PC Windows, les Linux, les Mac, sur les smartphones Android, sur les iPhones. Donc en fait, ça fonctionne sur tout, d'accord? Il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que votre application web que vous aurez créée avec vos widgets va fonctionner sur tout type de support. Et donc, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de créer une application. Alors, pourquoi il prend du temps là? Je sens que je vais le squeezer et le relancer. Hein. Alors, on squeeze, on lance. Ok, c'est parti. On va pas se laisser faire. Voilà. Transfert des données. Donc, vous n'avez plus du tout besoin. Avant, quand on créait un logiciel, eh bien, on devait créer un logiciel pour Windows, on devait créer un logiciel pour Mac, etc., etc. Et puis, on devait aussi, pourquoi pas, essayer de créer une version qui fonctionne, pour Android ou pour smartphone. Donc, c'était un peu long, fastidieux et très compliqué. Ça demandait de connaître beaucoup de code. Et bien là, ce qui est génial, c'est qu'en réalité, il n'y a plus besoin de faire ça. En réalité, maintenant, ce qui est possible, c'est vous faites du code en Python et ce code en Python va être lu dans votre conteneur. Alors, Binder utilise repo to Docker. D'accord? C'est pas, je ne sais plus comment il s'appelle.
vous savez, la fameuse baleine, là, Docker. C'est pas Docker qui est utilisé, c'est Repo to Docker. Et Repo to Docker va permettre de créer une image. Et c'est cette image-là, qui est donc universelle, c'est cette image-là qui est envoyée à votre navigateur web. Et puisque c'est juste une image, et ça veut dire que toute machine va pouvoir lire cette image. Et c'est ça qui est génial. Bon, bah, ça prend du temps. Chez moi, ça prenait moins de temps, donc pourquoi pas. Voilà, launching server, on va attendre un petit peu. Je vais peut-être vous mettre en pause, mais j'aurais préféré ne pas tricher pour vous montrer. Ça y est, il ouvre. Ça y est, vas-y mon gars, ouvre, ouvre. Alors, il vous met toujours ça, executing. Le 5, là, c'est le nombre de cellules. Donc, alors, mon code fait 1500 lignes. Il y a 5 cellules Jupyter et il est en train de les exécuter, c'est-à-dire il crée le visuel. Et maintenant, voilà, va vous présenter le visuel dans votre navigateur. Voilà mon application web. Cette application web, elle utilise la webcam, donc elle me dit, voulez-vous utiliser votre webcam? Comprenez bien que quand vous serez sur smartphone, eh bien en fait, il va demander à votre smartphone si c'est OK que vous utilisez soit la webcam, soit l'appareil photo. Donc là, je vais faire autoriser. Je vais mettre en F11. Regardez un petit peu, c'est juste du code Python. D'accord? Et c'est du code Python qui a généré tous ces widgets. Donc ça s'appelle EPI-widget. Et vous avez toute une documentation où il vous donne tous les exemples de comment fonctionnent tous ces EPI-widgets. Et donc, pour vous montrer, mais très rapidement, la fonctionnalité, si je vais sur démo ici, eh bien, il m'ouvre un autre output. J'ai un truc très important à vous dire sur les outputs. Ça retombe un peu sur ce qu'on a fait en formation NSI. C'est-à-dire que quand vous créez une page web et que vous mettez du JavaScript, il faut en réalité que ce JavaScript soit déjà créé. C'est-à-dire qu'en fait, la page web qui s'ouvre, il n'y aura rien de nouveau qui va être créé. C'est-à-dire que tout est déjà créé. Donc en fait, cette page, ce bout de page ici, ce bout de code, ce visuel, est déjà créé, sauf qu'il était en mode invisible. Là, je le rends en mode invisible. Paf, et il s'en va. Quand je clique dessus, il me dit « Non, non, c'est plus invisible, c'est en bloc ». Donc ça, c'est du JavaScript, mais attention, du JavaScript codé en Python. C'est de l'EPI widget. Et donc là, c'est une démo, c'est-à-dire qu'on peut mettre une vidéo YouTube. Je ne sais pas s'il va vous mettre le son. Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de cet outil numérique. Voilà. Je ne vais pas vous montrer toute mon application, mais ici, là, j'ai un menu déroulant qui n'est pas activé. Si je vais sur Tuto, eh bien, je peux activer les menus déroulants. Et puis, je peux lui dire, alors, voici l'exemple d'une boîte de pétri. Donc, c'est une photo, d'accord ? C'est une photo d'une boîte de pétri avec des colonies bactériennes. Si je clique ici sur une colonie, voilà, vous voyez que Python, l'algorithme va essayer de trouver les fameuses colonies. Alors là, pour l'instant, il ne les a pas trouvées. Je vais lui éclaircir un petit peu. Alors, il ne les trouve toujours pas. Donc là, j'étais en calibration de couleur colonie. Je me mets en couleur milieu. Ici, je vais cliquer sur une autre colonie, pourquoi pas. Et là, il commence à les trouver. Je vais lui éclaircir un petit peu. Voilà, il les a toutes trouvées. Vous avez vu ? Alors, il les a toutes trouvées, mais là, il y a un effet de bord de la boîte de pétri. Donc, je vais réduire la taille de l'iris, ici, pour enlever cet effet de bord. Et donc, ce fameux visuel qui est là, l'étudiant, mes étudiants, en bio, mais dans le monde entier, ceux qui font du dénombrement, vont pouvoir s'en servir pour dénombrer en un clin d'œil, d'accord, une boîte de pétri. Alors, il y a un bouton traitement off-on, c'est-à-dire qu'on peut revenir à la boîte initiale, et puis un bouton pour revenir au traitement numérique, et puis il y a un bouton download ici, qui permet de générer un visuel avec le moins d'encre à dépenser au niveau de l'impression. Ça permet aux personnes, donc clic droit pour sauvegarder, partager, ça permet aux personnes effectivement d'enregistrer, donc il suffit de faire un clic droit, d'enregistrer l'image, voilà, et l'image est enregistrée par exemple sur mon bureau. Donc j'enregistre l'image, je passe en F11, je vais sur mon bureau, voici où est mon image, je l'ouvre, et il me présente l'image enregistrée, voilà, 53 colonies, et il me met impression, on est mardi 8 juin 2021, 10h24, heure française. D'accord ? Donc, bon, le but du jeu, ce n'était pas de rentrer dans le détail de cette appli web que j'ai faite, c'était juste pour vous dire que cette appli est absolument géniale. Et je voudrais juste vous montrer autre chose, c'est que cette appli web, donc, elle fonctionne tout simplement. Alors, est-ce que je vais vous le montrer ? Non, je ne vais pas vous le montrer. Si, je vais vous le montrer. J'ai envie de vous le montrer. Non, je vais vous le montrer autrement. Cette appli web, je vais faire les deux en même temps.
elle est responsive. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner sur une tablette ou sur... C'est-à-dire que les EPI widgets sont responsives, c'est-à-dire que quand je ferme ici, quand je réduis ici la taille de l'écran, eh bien, tout simplement, le contenu va s'adapter. Mais ça, bon, vous connaissez déjà, j'imagine. Alors attendez, j'aimerais vous faire ça bien, si j'y arrive, voilà. Donc le contenu s'adapte, donc voilà exactement le visuel qu'on obtient avec un smartphone. Vous voyez, donc tous les widgets, tout ça c'est des widgets, tous les widgets ont été rangés les uns après les autres. Ah, il y avait un autre truc que je vais vous montrer. Quand vous êtes en démo, ça ouvre, mais quand vous êtes en site, vous pouvez appeler un site web, c'est-à-dire qu'il ouvre une page web à l'intérieur de ma page MyBinder. Donc ça c'est un truc qui est assez génial, c'est que quand vous mettez un lien web, eh bien ça ouvre à l'intérieur. Bien évidemment, on peut enlever la page web et revenir à l'appli. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur les EPI widgets, je vous montre juste où est-ce que c'est. Donc vous tapez EPI widgets, documentation. EPI widgets, documentation, ici. Donc bien évidemment, il vous explique comment vous pouvez l'installer sur votre machine. Mais c'est même pas la peine en fait de l'installer sur votre machine. Moi au début j'ai commencé par l'installer sur ma machine, mais c'est pas la peine. Parce que maintenant que vous avez un Jupyter Notebook qui est en ligne, eh bien vous avez juste à utiliser dans votre code Python les EPI widgets. Alors où se trouve vous allez à Widget List, et alors là vous avez une page qui est merveilleuse, qui vous dit juste que dans votre Jupyter Notebook vous importez EPI widget. Alors vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler widget. Et puis il va vous mettre tous les exemples de widgets, c'est absolument merveilleux. Donc, un petit peu pour vous tous, mais aussi pour David Langlois. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous utilisez le code EPI widget, derrière EPI widget, il y a du JavaScript. Ok? Mais en réalité, vous n'avez pas à coder le JavaScript. D'accord? Vous codez juste le widget, vous donnez les caractéristiques du widget, et lui, il transforme ça en un code JavaScript que MyBinder, lui, va interpréter. Et vous aurez une page web avec du JavaScript. Et vous vous en conviendrez, c'est quand même quelque chose qui est assez colossal, qui est assez complet. Je vous montre juste un tuto assez sympatoche. Et ce sera le dernier que je vous montrerai. Donc là, des colonies bactériennes, quand on clique ici, il nous dit il y a 6 colonies. Ah, problème, il y a 6 colonies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des colonies bactériennes qui sont trop proches. Donc, ils créent des paquets. Donc, on peut très bien créer des algorithmes. Donc, j'ai créé un algorithme un petit peu plus poussé qui va aller chercher à l'intérieur des paquets. Donc, je clique sur résolution des paquets. Et là, pour le coup, il va chercher à l'intérieur. Il va aller creuser. Donc, tout ça, c'est du code Python en réalité. D'accord? On peut aussi lui dire, ah bah, tu me décales l'image à droite, tu me la décales vers le bas, etc. Et puis on peut aussi lui dire, bah écoute, je comprends rien ce que tu me dis en français, moi je suis anglais, j'aimerais avoir les informations des tutos en anglais. Voilà. Et on revient à l'intro. Bon, welcome everyone to Everest V3, the online version, etc., etc. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'ai cliqué sur le mauvais truc. J'espère que ça vous a plu et que vous serez tenté vous-même. Donc je vous résume 2 choses. Soit, premièrement, de faire un dépôt GitHub pour poser un fichier Jupyter et permettre à vos étudiants, vos élèves, en un clic, d'avoir un bureau Jupyter en ligne sur lequel ils pourront travailler. Je vous assure, pour mes classes, ça se passe très rapidement, hein, l'accès est très rapide en réalité. C'est-à-dire que plus on active le serveur, plus il démarre rapidement. Donc n'hésitez pas la veille d'aller activer votre serveur, comme ça le jour avec vos élèves, bah, ça marche très très bien. Deuxièmement, vous pouvez dans vos requirements rajouter des dépendances Python dont vous avez besoin particulièrement pour faire vos applications avec vos élèves. Hein, par exemple ici Folium. Et puis, chose encore plus géniale pour vous, mais pourquoi pas aussi pour vos élèves, leur montrer comment faire une application web. Vous rajoutez juste voilà, égal 0.2.6 de manière à voir, tiens, je voulais vous montrer ce bouton-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette page, donc je fais essayer de relancer, et hop, ça y est, il a relancé le noyau, d'accord?
Donc quand vous mettez effectivement voilà ici, eh bien dans votre page Jupyter, ici vous créez un bouton voilà. Quand je clique sur voilà, il m'ouvre une application web. Ok. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Ah ouais, 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 ouais. Un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est comment on crée un lien voilà directement. Ok. Alors, très important. MyBinder, j'espère que vous êtes allé au bout de cette vidéo. MyBinder, alors vous allez devoir faire deux choses. Premièrement, ici, lui mettre l'adresse de votre dépôt. Alors, je vais sur mon dépôt. Ici, je prends mon dépôt, ici, et je lui mets. Donc, premièrement, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est là que ça va changer. C'est-à-dire que maintenant, ici, je vais lui écrire slash, voilà. En fait, je complète l'URL pour lui dire attention, tu ne l'ouvres pas en MyBinder, tu l'ouvres en voilà. Donc, on fait slash voilà, slash render, slash. Donc, il va donner un rendu visuel à partir de l'application voilà. Et derrière, vous devez lui donner l'adresse de votre fichier GitHub. Pardon, de votre fichier Jupyter. Donc, je retourne ici et je récupère juste le nom de mon fichier Jupyter. Ici, CTRL-C, je reviens ici et je le rajoute derrière. Donc, slash voilà, slash render, slash votre fichier jupyter.ipynb. Un dernier truc, n'oubliez pas, au niveau du file, mettez URL. Et c'est tout. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ici, aller prendre le badge. Et ce badge, cette fois-ci, il va contenir, si je ne me trompe pas, il contient % de F voilà, % de F render. D'accord. C'est-à-dire il comprend le complément. Donc je récupère le badge, ici, CTRL-C, je retourne ici dans mon README, que je vais modifier, et je vais lui mettre, ici, lien, voilà. Point. Voilà, j'oublie pas de committer, je commit, et c'est bon. Et maintenant j'ai mon lien voilà. Alors bien évidemment, comme tout à l'heure, je pourrais le lancer à partir d'ici. Je pourrais le faire, je ne vais pas le faire. Je vais le lancer à partir d'ici. Et vous voyez que quand je vais dessus, il me propose une adresse. On va aller voir l'adresse qu'il me propose. Voilà. C'est cette longue adresse, MyBinder, qui contient dedans déjà voilà et render. Est-ce qu'il va m'ouvrir un bureau Jupyter? J'espère que vous avez compris. Il ne va pas m'ouvrir un bureau Jupyter. C'est-à-dire que maintenant, on est en application web directe. Alors, ce qui est vrai, c'est un petit peu ennuyeux, c'est que maintenant, les applications web, elles auront toujours en réalité ceci. Elles auront toujours le visuel MyBinder qui tourne. Vous avez vu en combien de temps ça a pris là? Ça a pris 15-20 secondes le temps que je vous parle. Et regardez, on n'est plus sur le fichier Jupyter. On n'y a plus accès, personne n'y accède, donc personne ne pourra changer le code. On a accès directement au visuel de l'application web. D'accord? On est dans le visuel, ça fonctionne. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous intéressera et qu'elle vous sera bien utile. En tout cas, moi j'ai découvert ça il y a un mois. Je me suis fait donc ma propre appli et j'espère en faire d'autres. Et donc je vous dis à bientôt. Salut!